Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le Qatar se dit optimiste quant à la libération des otages du Hamas. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères l'a dit hier chez nos confrères de BFM. Il défend le rôle de médiation de son pays qui abrite la plupart du temps des dirigeants du Hamas, Philippe. Oui, et c'est la question qui se pose. Le Qatar joue-t-il un double jeu entre Israël et les pays occidentaux? Peut-on se fier à un pays qui héberge le Hamas, qui est, rappelons-le, une organisation terroriste? Le Qatar est-il le seul intervenant incontournable dans le Golfe Persique, ou faut-il voir un peu plus loin à l'est, du côté de l'Iran? Vous voulez poser des questions, vous voulez témoigner? D'appelez-nous au 0826 300 300, et pour vous, vous êtes seulement 38% à penser que le Qatar est le meilleur atout pour la libération des otages. Avec notre invité pour en parler, Emmanuel Razavi, qui est avec nous, grand reporter, auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et l'organisation des frères musulmans. Il collabore notamment avec Paris Match et Franc-Tireur, et son dernier livre, Les coalitions de l'ombre, aux éditions 6e. Bonsoir, merci d'être avec nous, Emmanuel Razavi. On fait un petit tour de table avant de revenir vers vous. Philippe Bilger, finalement, cette déclaration des Qataris, finalement, peut-être que c'est eux qui vont pouvoir remettre les choses dans le bon ordre. Absolument. Enfin, le fait que je n'ai jamais été un fanatique du PSG du Qatar ne me donne pas forcément raison sur le sujet de fond que, à juste titre, Sud Radio évoque. Mais ce qui me frappe, et là Emmanuel donnera ses lumières là-dessus, c'est que vous avez évoqué dans votre présentation, Philippe, le double jeu du Qatar, mais c'est un étrange double jeu parce qu'il paraît officiel. En quelque sorte, tout le monde est au courant du double rôle du Qatar, à la fois, mon Dieu, complice d'une forme de terrorisme et d'autre part, auxiliaire, parfois efficace pour des actions bienfaisantes. Ce qui me frappe, et c'est la question que je pose, comment se fait-il qu'on soit si indulgent, Emmanuel, avec un État qui, délibérément et de manière ostentatoire, joue un double jeu? Est-ce que la part d'ombre n'est pas suffisante pour qu'on oublie les bénéfices d'une collaboration délétère avec le Qatar? On répondra à la question dans quelques instants. Madi Saïdi, peut-être Oui, la position du Qatar, elle est bancale. Elle est bancale parce que d'un côté, alors, on négocie avec eux, on parle avec eux, et certainement à juste titre. Et de l'autre côté, ils reçoivent sur leur territoire, et plutôt bien, des dirigeants du Hamas. Mais je crois qu'on est aussi dans une position difficile, dans le sens où dans cette zone géographique, peut-être que le Qatar est le seul interlocuteur à peu près respectable avec lequel on pourrait négocier. Loïc Le Floch-Prigent, qui connaît bien le Golfe Persique. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans tous ces pays, y compris au Qatar, et je ne me fie pas aux Qataris, pas plus d'ailleurs que la plupart des pays du Golfe ne se fient pas aux Qataris. Donc je souhaite bien du plaisir aux gens qui considèrent que le double jeu officiel, officieux, et qui conduit quand même beaucoup de financement au cours du temps à être parti tous les mois au Hamas, à partir du Qatar, beaucoup de financements qui sont allés également dans les pays africains, et pas pour jouer au loto, pas du tout. Ou construire des écoles. Je pense que on fait une mauvaise analyse de ce qu'est aujourd'hui le Qatar, et on fait une mauvaise analyse du Golfe Persique. Et le seul pays sur lequel on n'a jamais pu compter, vraiment, le seul pays sur lequel on peut compter, c'est le sultanat d'Oman. Alors, le sultan Qaboos, à l'époque, c'était un personnage de haute tenue, qui était le seul avec qui on pouvait discuter, et qui était un peu ce personnage suisse, si vous voulez, chez qui on peut aller. Bon, il est mort il y a quelques années, il a été remplacé par un de ses cousins. Je continue à penser que le seul pays sérieux dans le Golfe Persique avec qui on peut vraiment discuter, c'est le sultanat d'Oman, et c'est pas le Qatar. Emmanuel, voilà, c'est toujours ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai fait lorsque, à une certaine période,
le président de la République, Mitterrand, m'a demandé ce que je pouvais faire dans des périodes troubles, et j'étais allé voir de sa part le sultan Qaboos, et je m'en étais relativement bien sorti. Bien conduit. Et d'ailleurs, ça a conduit le président Mitterrand à faire un voyage d'État ensuite au Sultanat d'Oman. Emmanuel Razavi, on nage un peu en eau trouble avec les Qataris, mais avons-nous le choix ? Vous posez bien la question, en fait, Cécile, une fois de plus. En fait, Doha, qui est la capitale du Qatar, en fait, c'est un lieu où se côtoient toutes les diplomaties, les espions, les représentants des groupes islamistes, y compris terroristes, comme le Hamas, depuis des années. Je vous rappelle, en fait, que le Qatar avait déjà été médiateur entre les Américains et les talibans. Il y a quelques années, talibans, que le Qatar hébergeait, d'accord, à l'occasion, en fait, de la négociation de la libération d'un sergent des Marines qui avait été enlevé, donc, par les dits talibans en 2009. Le Qatar a, en fait, toujours joué sur tous les tableaux parce qu'il a une stratégie, c'est ce qu'il faut comprendre, qui consiste à se positionner comme un hub diplomatique. Un endroit, en fait, où tout le monde peut parler avec tout le monde, y compris les Occidentaux, avec les islamistes. C'est ce qui explique que Ismaël Haniyeh, en fait, le chef de la branche politique du Hamas, qui a lancé au passage un appel au djihad depuis Doha il y a 15 jours, donc vit là-bas. Et dans le même temps, en fait, le Qatar abrite sur son sol une base américaine qui est quand même très importante. Donc on voit bien, effectivement, il y a une ambiguïté, il y a un double jeu, en fait, diplomatique qui lui permet, en fait, de jouer un rôle important dans les tractations pour la libération des otages aux mains du Hamas. Mais je rejoins ce que vient de dire, en fait, Loïc Le Floch-Prigent, qui a une très bonne analyse. Encore une fois, moi, je connais bien le Qatar, j'y ai vécu 3 ans en tant que journaliste. Aujourd'hui, s'il y a une puissance diplomatique, en fait, dans le Golfe, ça reste Oman. C'était historiquement, d'ailleurs, c'est Oman. Et donc, on a le sentiment quand même que les Occidentaux sont un peu les complices d'un jeu de dupes qui dure depuis des années, en fait, avec les Qataris, qui ont financé quand même, on le sait, par le passé, je dis par le passé d'ailleurs entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit pas encore le cas aujourd'hui, mais qui ont financé quand même des groupes terroristes. Le Qatar, qui est quand même un financier de l'organisation, en fait, des frères musulmans, dont découle, en fait, le Hamas, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Voilà. Mais on est dans un moment, en fait, où visiblement, on considère de façon très officielle qu'on a besoin d'eux. Maintenant, je suis pas sûr que le jeu se déroule à 100% à Doha. Je pense que le jeu, une des clés de la libération des otages se trouve probablement, on y reviendra sans doute d'ici quelques minutes, mais se trouve aussi probablement à Téhéran. Faut pas oublier quand même que les Iraniens, voilà, on le sait, sont derrière quand même aussi l'attaque meurtrière, terroriste, qui a frappé le 7 octobre. Philippe Bilger veut réagir. Et Emmanuel, pour vous questionner un petit peu sur votre réponse, j'ai bien compris la manière dont le Qatar accueille chez lui tous les clientélismes, tous les mouvements, même les plus contradictoires, pour jouer un rôle important. Mais est-ce que vous diriez que derrière tout cela, il y a une véritable adhésion du Qatar, par exemple, aux forces les plus malfaisantes qui l'accueillent? Ou est-ce que c'est un État qui fait feu de tout bois et qui, au fond, tire des bénéfices du diable comme du bon Dieu? Vous avez raison de poser cette question. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu 3 années là-bas en tant que journaliste, donc j'ai eu le temps de rencontrer quand même beaucoup de hauts responsables qataris. Ma conviction, c'est que le Qatar joue un double jeu parce qu'il adhère de toute façon en partie. Il y a une partie de la population qatari, notamment des dirigeants, qui adhèrent de façon extrêmement claire, si vous voulez, à l'islamisme. Je parle pas d'islam, je parle bien d'islamisme, en fait, prôné par l'organisation des frères musulmans. Ça, c'est une réalité. Là-dessus, ils considèrent quand même que les frères musulmans sont présents dans de nombreux pays, notamment au Proche, au Moyen-Orient, pour partie aussi dans certains pays d'Asie centrale, et que donc, ça leur confère, si vous voulez, une certaine force en matière de relais diplomatique. Donc, ça les pousse à faire, pour reprendre votre expression, Philippe, feu de tout bois. C'est une vraie force, parce que le Qatar ne fait jamais rien gratuitement. Le Qatar, il y a toujours des négociations cachées derrière avec le Qatar. Donc, il y trouve son intérêt. Il ne le ferait pas, en fait, encore une fois, autrement. Mais, pardonnez-moi, enfin, encore une fois, l'Occident est complice de ça. C'est un jeu de dupes dont on est volontairement complice. Oui, mais Emmanuel Razavi, pardon, c'est quoi la monnaie d'échange? Par exemple, avec la France ou avec Israël, ce serait quoi la monnaie d'échange? Oh, écoutez, le Qatar aujourd'hui est un pays qui bénéficie quand même de certaines facilités, en fait, fiscales en France.
en fait en France, ça c'est une première chose, mais pas que. En fait, le Qatar c'est un pays aussi auquel on vend en fait notre savoir-faire. Donc c'est un pays en fait qui qui nous achète de la technologie. C'est un pays qui investit moins que dans d'autres pays évidemment d'Europe notamment, mais qui investit en fait aussi en France. Et puis c'est devenu, je pense, chez un certain nombre de nos politiques, the place to be en matière de diplomatie. En fait, le Qatar a damé un peu le pion en fait à Oman. C'est là que je rejoignais tout à l'heure, je le disais, Loïc Le Floch-Prigent, c'est que la logique eût voulu que ce soit plutôt par Oman que ça se passe. En tout cas, à mon sens, parce que historiquement, ça a toujours été le cas. Maintenant, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que le Qatar entretient quand même des relations avec l'Iran. Et encore une fois, c'est à Doha, capitale du Qatar, que se trouve le chef de la branche politique, du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il est pas à Oman, pour le coup, il est à Doha. Donc c'est plus facile de négocier, je dirais, avec Loïc, un mot court. Loïc Le Floch-Prigent. 30 secondes. Souvenez-vous que le North Dome, qui est le gisement de gaz énorme du Qatar, est le frère de South Pars, c'est le même gisement, qui est le gisement de gaz extraordinairement important aussi d'Iran. Et que par conséquent, ceux qui sont les plus proches gazéi ou pétrolièrement, c'est l'Iran et le Qatar. Donc c'est ces deux pays frères sur un gisement qui est le plus grand gisement du monde en gaz. Allez, 0826 300 300, Johan avec nous. Johan, une réflexion peut-être sur ce sujet. Alors, d'abord, merci à Loïc Le Floch-Prigent et à votre interlocuteur pour la qualité de leurs interventions. Je pense que aujourd'hui le Qatar a se positionner comme étant une puissance diplomatique. On l'a vu jusqu'à présent, c'était une puissance économique parce qu'effectivement, comme on l'a souligné, ils investissent un petit peu partout dans tes pays et en France c'est aussi le cas. Et je pense qu'effectivement, ils cherchent à prendre la place de l'Iran sur le jeu diplomatique. Mais il ne faut pas avoir une vision occidentale pour pouvoir comprendre ça. Je pense que c'est vraiment des enjeux du Moyen-Orient avec une vision qu'il faut avoir adaptée à cette partie du globe. Pour autant, si effectivement le Qatar s'avère officiellement participer au financement de certains groupes, et forcément ils auront des arguments de poids lors de négociations, que ce soit lors de libération d'otages ou d'autres choses. En tout cas, diplomatiquement, ils pourront avoir une force que la France n'aurait pas typiquement si c'était elle qui engageait ces négociations. Emmanuel Razavi, pour répondre à Johan, le général de Gaulle avait dit il y a fort longtemps, je reviens de l'Orient compliqué. Quand on vous entend, vous et Loïc Le Floch-Prigent, avec des idées simples, on se dit que l'Orient c'est extrêmement compliqué à comprendre. Parce que si je ne m'abuse, les Qataris sont majoritairement sunnites, les Iraniens sont hyper majoritairement chiites, c'est la guerre entre chiites et sunnites, mais là, ils ont l'air d'être, vous me passerez l'expression, plutôt bons copains. Oui, mais alors, si vous voulez, Philippe, on en a déjà parlé dans une émission précédente. Oui, il y a effectivement un antagonisme entre les sunnites et les chiites, mais vous voyez bien sur le terrain que cet antagonisme, il n'existe pas forcément. La preuve, c'est que l'Iran, en fait, soutient le Hamas, que le Hamas, en fait, se coordonne et s'entend avec le Hezbollah au Liban, qui est lui-même, en fait, à la botte de l'Iran et qui est chiite. Vous voyez, donc, le terrain dépasse et les réalités dépassent parfois, si vous voulez, les préjugés ou les visions que l'on peut avoir, encore une fois, en Occident. Et je le rappelais, en fait, la dernière fois, je veux pas trop rentrer dans le détail, mais si vous prenez la République islamique d'Iran, Khomeini, il était membre des Fedayeen Islam, qui était la branche chiite des frères musulmans. Le Qatar soutient les frères musulmans. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc vous voyez, il y a quand même des liens entre finalement sunnites et chiites depuis bien longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous. C'était passionnant. En tout cas, c'est vrai que ça mériterait encore un peu plus. En tout cas, un grand reporter et auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et l'organisation des frères musulmans. Vous avez collaboré notamment avec Paris Match et Franc-Tireur, et dernier livre, Les coalitions de l'ombre, aux éditions 6e, où il révèle les liens entre l'Iran et les organisations terroristes sunnites. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.